26 mai 2011, Bay Area, Californie. Une étudiante infirmière termine sa garde et prévient ses collègues. Elle sort quelques minutes, juste le temps d'aller à sa voiture. Sauf qu'elle ne reviendra jamais. Sur ce parking d'hôpital, on retrouve du sang, des cheveux et ce véhicule abandonné à 800 mètres. Pas de corps, pas de témoin, juste une disparition qui n'a rien d'accidentel. Et pendant que des centaines de volontaires la cherchent, quelqu'un utilise son téléphone, envoie des messages à sa place, efface ses traces et continue sa vie comme si de rien n'était. Le problème, c'est que cette disparition n'a rien à voir avec un inconnu, ni avec un rôdeur, ni même avec un crime opportuniste. C'est une histoire d'amitié, de jalousie et d'une obsession qui a duré 6 ans. Une histoire où 300 recherches Google vont mener à un meurtre brutal. Les amitiés d'enfance ou d'adolescence font généralement partie des plus belles lorsqu'elles perdurent à l'âge adulte. Quand 2 personnes se sont partagées tous leurs secrets, se sont soutenues au fil des années et ont grandi ensemble, il est souvent difficile de briser un lien qui les unit. Certaines de ces amitiés ne se terminent jamais, quand d'autres s'estompent avec le temps, à cause de la distance ou simplement des changements occasionnés par la vie. Quoi qu'il en soit, on garde précieusement ses souvenirs de jeunesse. Sauf si ton partenaire t'a trompé avec un ou une amie. Là, bon, le souvenir est moins précieux. Mais bref, ce genre d'amitié, c'est justement celle que partagent Michelle Wang Ti-le et Giselle Esteban. Michelle est née le 12 octobre 1984 à San Diego, en Californie. Et elle a grandi dans le quartier de Rancho Peñasquitos, avec son jeune frère, Michael. Son enfance est normale, jusqu'au jour où sa mère décède d'un cancer du sein en 1999, après 3 ans de combat. À ce moment, Michelle n'a que 16 ans. Donc après cette perte tragique, elle part vivre chez sa tante, Thuy, à Mira Mesa, toujours dans la région de San Diego. C'est une adolescente qui a de bons résultats scolaires, et elle est populaire au point d'être toujours entourée d'un petit groupe d'amis proches. En 2002, Michelle est diplômée du Mount Carmel High School. Parmi ses amis, une certaine Giselle Esteban, née elle aussi en 1984, juste quelques mois avant elle. Les 2 filles se connaissent bien. Elles vont régulièrement au cinéma ou au centre commercial ensemble, et passent du temps dans les endroits populaires de North County. Après le lycée, les inséparables prennent toutes les 2 la même direction, le nord. Elles emménagent dans la Bay Area, la région de San Francisco à environ 750 km de San Diego. Michelle s'inscrit d'abord à la San Jose State University, puis demande son transfert à la San Francisco State University. Depuis la mort prématurée de sa mère, elle n'a qu'un rêve: devenir infirmière. Michelle veut absolument sauver des vies. C'est donc sans surprise qu'en 2011, elle est étudiante en soins infirmiers à la Samuel Merritt University à Oakland. À 26 ans, elle est à 6 mois de devenir infirmière certifiée. Giselle, de son côté, s'installe à Union City, toujours dans la Bay Area. L'amitié entre les 2 anciennes camarades de lycée continue après leur déménagement. Elles vivent non loin l'une de chez l'autre, se voient et restent en contact. Au printemps 2003, Giselle présente l'un de ses amis à Michelle, un dénommé Scott Marasigan. Scott a fait la connaissance de Giselle en 2002, quand ils étaient tous les 2 étudiants en première année à la San Francisco State University. Une rencontre qui en crée une autre, et le jeune homme commence à fréquenter Michelle. Leur relation dure environ 1 mois, peut-être plus, mais ça n'est rien de bien sérieux. Ils ont d'ailleurs pas eu de relation sexuelle. Être en couple les mène nulle part, raison pour laquelle ils décident de rompre et de rester amis. Après leur séparation, l'entente est bonne entre eux, et il y a finalement ni drame ni rancune. Fin 2003, Scott commence à sortir avec Giselle, celle qui les avait justement présentées. Et avec elle, c'est différent. La relation est sérieuse et intense, mais aussi et surtout très chaotique. Giselle et Scott se disputent et se séparent, avant de se remettre ensemble, et ce, régulièrement. Ce couple est moins sauvable que le Titanic. Giselle sait évidemment que Scott et Michelle sont sortis ensemble auparavant. C'est pas une surprise. Pour autant, ça veut pas dire qu'elle le vit bien. Parce qu'en vérité, le fait que son ami et son copain soient restés amis l'agace énormément au fil du temps. Giselle pose des questions, veut savoir ce qu'ils se disent, et surtout, pourquoi ils tiennent à garder contact. Bon, en d'autres termes, elle est ultra jalouse, et a tendance à se faire des films. Pour la rassurer, Scott lui répète encore et encore que Michelle n'est pas une menace. Il assure à Giselle qu'il n'y a rien de plus que de l'amitié entre eux, et qu'en plus de ça, ils n'ont pas couché ensemble. La jeune femme hoche la tête, mais le doute s'installe dans son esprit. Cela dit, la vie continue sans changement notoire. Et début 2005, Giselle découvre qu'elle est enceinte de Scott. Leur relation est toujours instable, mais ils vont avoir un enfant ensemble. Une petite fille nommée Isabella, qui voit le jour le 31 octobre. Peu de temps après, les jeunes parents organisent une fête pour cet heureux événement à venir.
Bon voilà, à partir de maintenant, on oublie le mot heureux pour le reste de l'histoire. Michelle est présente à cette fête. Et si à un moment, elle prend Scott à part, ce n'est pas pour le féliciter. Ou en tout cas, pas juste pour ça. Elle veut aussi lui avouer quelque chose de personnel. Elle est également enceinte et envisage d'avorter. Michelle ne voit pas le mal là-dedans. C'est juste un secret qu'elle a confié à un ami. Oui, sauf que Gisèle l'apprend. Et dans sa tête, ça ne peut signifier qu'une chose. Scott lui a menti. Il a en réalité bel et bien couché avec son ex et lui a mis un polichinelle dans le tiroir. C'est forcément son enfant qu'elle attend elle aussi. Sinon, pourquoi lui aurait-elle parlé de sa grossesse? Pour quelle autre raison Michelle aurait-elle fait cette confidence à Scott? Pour Gisèle, c'est sûr. Ils ont une liaison. Quand elle confronte Scott, il nie véhément. Et répète encore et toujours que non, il n'a jamais eu de rapport sexuel avec Michelle. Ni au cours de leur relation, ni après. Jamais. Sauf que Gisèle n'en croit pas un mot et reste persuadée qu'il lui cache quelque chose. Elle est convaincue que Michelle lui a volé Scott, qu'elle a détruit leur couple et qu'en plus d'être une menteuse, c'est une manipulatrice ainsi qu'une briseuse de ménage. Peu importe ce que Scott peut bien dire. Dans la tête de Gisèle, son ami ou plutôt son ex-ami l'a trahi et elle est à blâmer. Une rancœur qui va grandir, lentement et silencieusement, pendant 6 ans, jusqu'à devenir mortelle. Entre 2005 et 2010, la relation de Scott et Gisèle continue de se détériorer. En septembre 2008, la police intervient même pour une affaire de violence domestique. Quand les policiers arrivent, les 2 membres du couple sont couverts de bleu et de sang. Chacun dit que c'est l'autre qui a frappé en premier, mais c'est clair que les 2 sont impliqués. Les disputes deviennent de plus en plus violentes jusqu'en 2008. Cette année-là, ils se séparent et Gisèle obtient la garde de leur fille. Après quoi, elle décide de déménager à San Diego avec elle. Ça aurait pu s'arrêter là, sauf qu'en 2009, Scott parvient à récupérer la garde exclusive de l'enfant et la ramène dans la Bay Area. Gisèle se sent obligée de suivre, parce qu'elle ne supporte pas l'idée d'être loin d'Isabella. Alors, en novembre 2010, elle s'installe de nouveau dans la région de San Francisco. Ça s'explique sûrement parce qu'elle a quitté la maison familiale à 14 ans, qu'elle n'a que très peu d'amis ou de famille. Il ne lui reste donc quasiment que sa fille. Et un peu Scott, avec qui elle a des relations sexuelles de temps en temps, bien qu'ils ne soient plus ensemble. Une chose étonnante d'ailleurs, quand on sait que Gisèle menace ouvertement son ex à cause des idées qu'elle se fait encore au sujet de son ancienne histoire avec Michelle. Mais bon, l'entrejambe a ses raisons que la raison ignore. Durant sa relation avec Scott, une dépression a été diagnostiquée à Gisèle. Quand elle avait 20 ans, des amis avaient appelé le 911 après l'avoir trouvée endormie près d'une bouteille d'antidépresseur vide. Plus tard, elle a menacé à plusieurs reprises de sauter la vie, allant jusqu'à brandir un couteau et dire qu'elle allait se poignarder le ventre alors qu'elle était enceinte. Bref, vous l'avez compris, elle est très instable et présente des comportements plus qu'inquiétants. En novembre 2010, Scott commence à enregistrer secrètement leur conversation parce qu'il a peur et veut des preuves. Sur l'un de ces enregistrements, Gisèle dit clairement « Tu mérites de mourir pour tes mensonges ». Elle aussi, elle fait évidemment allusion à Michelle. Le 22 novembre 2010, Gisèle envoie un texto à Scott, dans lequel elle l'accuse de malhonnêteté au sujet de la même personne qui leur a fait du mal pendant 6 ans. Elle exige même une rencontre à 3 avec Scott, Michelle et un conseiller spécialisé dans les conflits parentaux. En fait, elle veut les confronter, obtenir des aveux et prouver qu'elle a raison. Mais la séance s'avère complètement inutile parce qu'elle ne fait que renforcer sa conviction. Pour elle, leur calme n'est qu'une preuve supplémentaire qu'ils cachent quelque chose. Plus il nie, plus elle est certaine qu'ils mentent. L'obsession ne fait que grandir. Gisèle ne lâche jamais l'affaire et va jusqu'à harceler Scott de messages pendant des mois. Des textos qui deviennent de plus en plus violents et directs. Le 17 février 2011, ta pute obtiendra ce qu'elle mérite elle aussi. Débarrasse-toi d'elle, bloque-la, sinon tu t'attires ton propre enfer. À toi et à tous ceux que t'aimes. J'étais aimante et ouverte, et je prenais soin de toi et de Michel. Et vous 2 m'avez menti. Pas une fois, mais 3. Il n'est que juste que vous payiez pour vos erreurs. Elle aussi. Le 2 mars 2011, et Michelle a creusé sa propre tombe en étant une briseuse de couple et une salope. Elle sera plus un problème très longtemps. Le 17 mars 2011, pour ton information, elle passera pas ses examens de mi-session. Scott soutient qu'il n'a jamais eu de liaison avec Michelle, mais Gisèle est devenue complètement obsédée par tout ça. En mars 2011, elle passe à autre chose et arrête de se contenter de menacer pour commencer à planifier. Gisèle fait quelques 300 recherches sur le nom de Michel Le en 2 semaines. Oui, vous avez bien entendu, 300, mais c'est pas tout.
Elle fait également des recherches du genre: comment provoquer une crise cardiaque sans laisser de traces? Comment suivre quelqu'un sans se faire remarquer? Comment forcer des serrures, des verrous ou des portes? Et aussi des recherches sur les gaz hautement toxiques comme le chlorure de potassium et le monoxyde de carbone. Tout y est passé. Gisèle n'est pas juste partie à la pêche aux informations sur Michel, elle cherche comment la tuer. Et elle s'arrête pas là, même si c'était déjà bien flippant tel quel, on est d'accord. Le 24 mai 2011, Scott dépose une demande d'ordonnance restrictive contre Gisèle pour comportement bizarre et menaçant. Dans un document, il est écrit qu'en décembre 2010, elle a menacé de se tirer une balle s'il ne lui parlait pas au téléphone. Scott précise également que la mère de sa fille envoie des messages une fois par jour depuis un mois pour lui suggérer de se mettre une balle dans le cerveau. La requête d'ordonnance restrictive est accordée. Et après ça, Gisèle doit rester à au moins 100 mètres de lui et de sa famille. Le matin du 24 mai, la mère de Scott la trouve d'ailleurs à l'intérieur de la maison qu'elle partage avec son fils et sa petite fille, à Fremont. Elle est entrée sans y avoir été invitée et se tient debout devant la chambre d'Isabella. Quand la mère de Scott lui demande ce qu'elle fait là, Gisèle répond « Je m'amuse avec votre fils » avant de s'enfuir en courant. Bon la prochaine dépense pour Scott, c'est un garde du corps. Scott et sa famille ont peur. Ils pensent que Gisèle va essayer d'enlever Isabella. Ce qu'ils omettent complètement, c'est l'éventualité qu'elle puisse avoir un tout autre plan et une toute autre cible. Le 25 mai, Gisèle appelle la Samuel Merritt University en se faisant passer pour une amie de Michel et demande ses coordonnées à un professeur. Le jour suivant, elle se rend sur le campus et prétend être une potentielle étudiante. Gisèle a un rendez-vous avec un administrateur. Et quand celui-ci quitte momentanément la pièce, elle vole un badge de sécurité destiné à un nouveau membre du personnel. Les images capturées par des caméras de surveillance montrent qu'elle a ensuite utilisé ce badge pour accéder au bureau de l'université dans la soirée du 26 mai. Elle porte une blouse blanche de laboratoire et tient à la main un registre de classe contenant les noms et photos des étudiants. Gisèle a également tenté de s'inscrire à des cours à Samuel Merritt University. Ensuite, elle appelle des employés de l'université, essaie d'obtenir l'emploi du temps de Michel et contacte le lieu de formation de celle-ci, toujours pour essayer d'en apprendre un maximum sur ses horaires. Gisèle traque physiquement l'ex de Scott. Le 27 mai 2011, elle se rend finalement au Kaiser Permanent Medical Center de Hayward. Ça y est, elle sait ce que Michel fait et quand, parce qu'elle a tout planifié dans les moindres détails. Gisèle ne cherche en réalité déjà plus à récupérer Scott. Ce qu'elle veut, c'est éliminer son ancien ami. Et c'est en cours. Le 27 mai 2011, Michel est en formation pratique d'infirmière au Kaiser Permanent Medical Center de Hayward. Elle est à 6 mois d'obtenir sa certification et de pouvoir rendre hommage à sa mère en décrochant le job de ses rêves. Ce soir-là, Michel effectue sa garde normalement. Vers 19h, elle prend une pause et dit à ses collègues qu'elle va à sa voiture chercher des médicaments contre le rhume. Michel prend ses clés, son téléphone, mais laisse son sac ainsi que son portefeuille, en précisant qu'elle revient dans quelques minutes, au plus tard. La jeune femme sort du bâtiment et se dirige vers le parking. Sa Honda CR-V blanche est garée au 3e étage. Mais, contrairement à ce qu'elle avait dit à ses collègues, Michel ne revient pas. Les caméras de surveillance du centre médical ont tout enregistré. On peut effectivement la voir marcher vers le parking autour de 19h. Mais ne pas revenir. Environ 30 minutes plus tard, une infirmière du service des urgences reçoit un appel d'une femme qui dit être Michel. Elle demande à ce que son professeur soit prévenu du fait qu'elle a dû partir plus tôt, parce que son père a eu une crise cardiaque. Mais c'est un mensonge. Le père de Michel va bien, et elle n'a jamais passé cet appel. Le lendemain matin, le 28 mai 2011, vers 9h, sa voiture est retrouvée abandonnée sur Ponderosa Court, à environ 800 mètres du Kaiser Permanent Medical Center. Elle est verrouillée et il y a une importante quantité de sang à l'intérieur. C'est pas tout. Il y a une flaque de sang de la taille d'une assiette ainsi que des cheveux appartenant à Michel sur le parking du centre médical. Ça semble évident qu'il lui est arrivé quelque chose de grave à cet endroit précis. Alors ses collègues donnent l'alerte. Michel n'est jamais revenu de sa pause. En plus, elle devait retrouver une amie dans un café après son service, mais n'a pas honoré ce rendez-vous non plus. En gros, personne ne sait où elle se trouve et elle ne répond pas au téléphone. Sa famille lance donc immédiatement des recherches auxquelles des centaines de volontaires se joignent. Ils placardent des affiches dans toute la Bay Area et offrent une récompense dont le montant augmente rapidement. 20 000 $ au début, puis 45 000, 65 000 et enfin 100 000. Pendant ce temps, Gisèle vaque à ses occupations tranquillement. Et au cours de la matinée du 28 mai, elle se rend dans un Apple Store.
avec le téléphone de Michel. Elle explique à l'employé que sa fille a accidentellement mis un code sur l'appareil. Le salarié la croit sur parole, donc il accepte de déverrouiller le téléphone, mais aussi de réinitialiser le mot de passe du mobile et d'effacer sa mémoire. Le compte utilisé pour cette opération, Gisèle Maracigan, son prénom et le nom de famille de Scott. Elle se cache même pas. D'ailleurs, les caméras de surveillance du magasin filment toute la scène. Gisèle ressort avec le téléphone de Michel déverrouillé et commence à envoyer des messages à ses proches. Elle les contacte ainsi pour leur dire qu'elle est en route pour Reno, qu'elle sait que tout le monde pense qu'elle a disparu, mais qu'elle a juste des soucis à régler. Gisèle essaie de faire croire que Michel est vivante, puis cache son téléphone sous le tapis de sol du siège arrière de la voiture de Scott, dont elle a un double des clés volées. Mais il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que la famille de la disparue gobe pas le coup des faux SMS. Le second, c'est qu'en 2011, commettre le crime parfait est déjà quasiment impossible. Les GPS parlent, les caméras regardent et les ordinateurs se souviennent, pour le plus grand déplaisir de Gisèle, qui a laissé des traces numériques absolument partout. Et ça pardonne pas, parce que sa trace est en train d'être remontée. Le 28 mai 2011, soit 24 heures après la disparition de Michel, la police de Hayward frappe à la porte de Gisèle, à Union City. Elle est coopérative, mais semble agacée quand elle répond aux questions. Et surtout, elle ment de manière très maladroite. Si maladroite que l'inspecteur qui mène l'interrogatoire tique immédiatement. Gisèle dit qu'elle a vu Michel au Kaiser Medical Center le 27 mai. Puis peu après, elle affirme qu'elle ne lui a pas parlé du tout à cette période. Elle se contredit clairement, allant même jusqu'à insister sur le fait qu'elle ne se rappelle pas s'être disputée avec Michel. Étrange, de la part de quelqu'un qui ne lui a soi-disant pas adressé la parole. En gros, Gisèle improvise, mais elle s'y prend mal. Elle fabrique des informations au fur et à mesure, change de version, et s'en mêle les pinceaux dans ses propres affabulations. L'inspecteur qui la questionne comprend donc qu'elle cache probablement quelque chose de gros, et les investigations se poursuivent. Au mois de juin, Gisèle est officiellement désignée comme personne d'intérêt dans l'enquête. La police perquisitionne son appartement 2 fois, saisit son téléphone et son ordinateur. Mais alors qu'elle est à pied d'œuvre, que la famille de Michel la recherche désespérément et que des centaines de volontaires ratissent encore la Bay Area, Gisèle décide de parler. Elle appelle la KGO, une station de télévision de San Francisco, parce qu'elle veut proclamer son innocence devant les caméras. Ah, c'est comme ça qu'elle veut parler? Ok. Quand le journaliste lui pose des questions, elle admet sans hésiter qu'elle déteste ouvertement Michel. Pas sûr que ça aide le public à croire en sa version, ou qui que ce soit d'ailleurs. Sans honte, ni aucune retenue, elle l'accuse de lui avoir volé Scott au lycée et la rend responsable de l'échec de leur relation. Mais elle nie l'avoir tué. Gisèle affirme qu'elle n'a rien à voir avec la disparition de Michel. Le 7 juin 2011, la police de Hayward reclasse officiellement l'affaire. Ce n'est plus une enquête pour disparition inquiétante, mais pour meurtre. Il n'y a pas de corps, oui, c'est vrai. Mais il y a assez d'éléments indiquant qu'il est arrivé quelque chose à Michel, et tout pointe vers Gisèle. Et oui, sans compter ses nombreux mensonges, cette dernière a été filmée sur le parking du Kaiser Medical Center, où la victime s'est rendue juste avant de s'évaporer. Et ça semble clair qu'elle l'a attendu. Ce qui s'est exactement passé entre elles demeure un mystère. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une confrontation dans la voiture de Michel, ou juste à côté. Une attaque rapide et violente. La famille de Michel, de son côté, refuse d'y croire. Alors il continue les recherches quand la police, elle, continue d'accumuler les preuves. Au cours de l'été 2011, l'enquête progresse minutieusement. Chaque élément est vérifié, chaque témoin interrogé, et le dossier se construit pièce par pièce. À la fin du mois de juillet, la police de Hayward fait une déclaration publique. Une arrestation est imminente. Il ne manque plus que quelques analyses et vérifications avant qu'il ne puisse inculper quelqu'un dans l'affaire. Le 7 septembre, dans la matinée, Gisèle sort de son appartement, ignorant que des policiers n'attendent que ça pour lui passer les menottes. Le lendemain, c'est l'anniversaire de Michael, le frère de Michel. Il a 24 ans, et chaque année, sa sœur l'appelle pour le lui souhaiter. Mais cette fois, elle le fait pas. Gisèle vient d'être arrêtée pour son meurtre, et les preuves sont écrasantes. Le sang de Michel dans sa voiture, et la flaque sur le parking du Kaiser. L'ADN de la disparue est également sur l'une des chaussures de Gisèle, ainsi que sur le volant et le clignotant de son véhicule. Il semble qu'après l'avoir brutalement agressée, Gisèle a placé Michel déjà morte ou agonisante dans sa propre voiture.
et qu'elle a pris le volant pour disposer du corps. Les données GPS des téléphones de Michel et Gisèle ont suivi exactement le même trajet vers Sunol Canyon. Il y a aussi les 300 recherches internet effectuées par l'accusé en 2 semaines. Sans parler de celles sur les différentes façons de commettre un meurtre. Les menaces via texto pendant des mois, les enregistrements audio de novembre 2010, l'ordonnance restrictive du 24 mai et l'effraction chez la mère de Scott le même jour. Le vol du badge et des informations à l'université. Le téléphone de Michel déverrouillé dans un Apple Store. Puis les faux messages envoyés depuis l'appareil. En vérité, le dossier est tellement béton que la police a assez de preuves pour faire condamner Gisèle, même en l'absence de corps. Ce qui est extrêmement rare. Après son arrestation, elle est placée en détention à la prison de Santa Rita, sans possibilité de libération sous caution. Le lendemain, le 8 septembre, elle doit être présentée au juge, mais ne se rend pas à l'audience, pour cause d'urgence médicale. Bah oui, parce que Gisèle est enceinte de 7 mois, et accouche de son 2e enfant en novembre 2011, en prison. Un bébé qui lui est immédiatement retiré, et dont Scott ne pense pas être le père, même si 3 mois avant les faits, ils couchaient encore ensemble. Malgré cette inculpation, la famille de Michel continue de la chercher. Tant qu'il n'y a pas de corps, il reste un espoir. Donc ses proches n'abandonnent pas, et ont programmé de nouvelles recherches pour le 16 septembre. Des volontaires ainsi que des organisations spécialisées dans les recherches de personnes disparues doivent y prendre part, incluant la Class Kids Foundation. Mark Class, dont la fille Polly a été kidnappée et tuée en 1993, les aide. Et une autre personne se joint à eux, Carrie McGonigal, une mère de San Diego qui sait elle aussi ce que c'est que de perdre un enfant. Et pour cause, sa fille Amber Dubois a été kidnappée, violée et tuée en février 2009 par John Gardner III, un prédateur sexuel. Elle n'avait que 14 ans. Et son corps n'a été retrouvé que 13 mois plus tard, en mars 2010. Ce qui a permis aux autorités de faire cette triste découverte, c'est un second meurtre, perpétré par le même homme, celui de Chelsea King, une adolescente de 17 ans, également tuée par John. Pour éviter la peine de mort dans le cadre de son procès, il a accepté de révéler l'emplacement du corps d'Amber. Carrie a donc vécu l'enfer d'une disparition qui s'est soldée par un drame. Et elle sait mieux que quiconque ce que traverse la famille Le. C'est pour cette raison qu'elle a créé Team Amber Rescue, une organisation de volontaires qui aide à retrouver les personnes disparues. Carrie veut donner à d'autres familles ce qu'elle a désespérément attendu pendant 13 mois. Une réponse. Le 17 septembre 2011, elle arrive dans la Bay Area accompagnée de son équipe et d'un chien, un labrador d'1 an nommé Amber, en mémoire de sa fille. L'animal n'a pas été formé pour détecter des cadavres, mais pour chercher des personnes vivantes. Il lui reste d'ailleurs 1 an d'entraînement, mais Carrie a quand même souhaité l'emmener. Les volontaires se rassemblent à Sunol Canyon, une zone isolée située entre Pleasanton et Sunol. Celle-là même où le traçage GPS des téléphones de Gisèle et Michel a mené la police, qui a déjà fouillé les lieux sans rien trouver. Carrie, quant à elle, n'était pas certaine de venir ce jour-là, parce qu'elle se sentait pas prête à revivre ce cauchemar, celui de devoir chercher un corps. Mais elle s'est forcée, comme si quelque chose l'avait poussée à y aller. Avant le début de la recherche, elle détache Amber, et une fois libéré de sa laisse, le chien part au quart de tour, comme une fusée. Il descend un sentier, court des centaines de mètres, disparaît de la vue du groupe. Carrie l'appelle plusieurs fois, mais l'animal ne revient pas. Elle pense alors qu'il suit la piste d'une autre équipe de recherche déployée plus tôt. Puis soudain, Amber revient à toute vitesse et saute sur la poitrine de sa maîtresse, avant de repartir dans la même direction, pour marquer un stop dans une zone plate. Carrie le suit et, quand elle se penche pour le rattacher, elle voit quelque chose qui ressemble étrangement à des restes humains. Elle alerte donc un officier de police, et la zone est immédiatement sécurisée. Carrie passe le reste de la journée à chercher avec Amber. Ce n'est que le lendemain qu'on lui annonce qu'elle a trouvé, à savoir le corps de Michel, dans un état de décomposition très avancé. 4 mois après sa disparition, il ne reste de l'étudiante infirmière de 26 ans qu'un squelette, retrouvé dans un canyon isolé, sommairement enterré sous de la végétation. En raison de l'état de la dépouille de Michel, la cause de sa mort demeure impossible à déterminer, même si les procureurs pensent que Gisèle l'a surprise, en l'attaquant par derrière avant de lui trancher la gorge. Elle avait tout prévu. Sauf une chose, que chaque clic, chaque recherche et chaque déplacement laisserait une trace numérique indélébile. Tout était là, noir sur blanc, dans les serveurs et les bases de données. La police avait raison. Les autorités avaient déjà assez de preuves pour pouvoir obtenir la condamnation de Gisèle, même sans corps. Mais maintenant, elles ont les deux.
Le procès de Gisèle Esteban s'ouvre à Oakland, en Californie, en septembre 2012. Elle est accusée de meurtre au premier degré et ne plaide pas coupable. Mais sa stratégie de défense est inhabituelle. Son avocate n'essaie pas de nier le meurtre. Elle admet que Gisèle a tué Michel, mais plaide l'homicide volontaire, au motif que sa cliente aurait été provoquée par la victime. Un truc qu'on peut évidemment pas vérifier. La meurtrière aurait agi sous le coup de l'émotion. Après tout, personne ne sait qui a commencé, ce qui a été dit ou ce qui s'est réellement passé. Gisèle affirme qu'à la base, elle voulait juste avoir une conversation avec Michel, mais que la discussion a mal tourné. Elle lui a effectivement envoyé des menaces et l'a attendu sur le parking, ce qui a abouti à une confrontation. Mais selon l'avocate de Gisèle, il n'y a pas eu préméditation. Ce qui n'est évidemment pas l'avis de l'accusation, qui voit les choses différemment. Le procureur qualifie Gisèle de sociopathe. Bon, quand on repense à l'épisode de la maison devant la chambre de la petite, difficile d'aller à contre-courant. Ensuite, l'accusation présente au jury les preuves qu'il y a eu des mois de planification. Scott témoigne sous serment pour confirmer une fois encore qu'il n'a jamais eu de rapport sexuel avec Michel. Il présente les enregistrements qu'il a fait secrètement, les textos qu'il a sauvegardés, et surtout l'impossibilité de convaincre Gisèle qu'il disait la vérité. Peu importe ce qu'il lui racontait. Elle le croyait juste jamais. L'avocate de Gisèle n'a qu'un seul argument face à la montagne de preuves qui l'incriminent. 6 ans se sont écoulés entre 2005 et 2011, mais elle était persuadée que Michel et Scott avaient une liaison. Ce à quoi le procureur répond que 6 ans, c'est clairement une longue période. Si Gisèle était en colère en 2005, elle a eu largement le temps de se calmer. Donc elle n'a pas agi parce qu'elle a été dépassée par ses émotions sur le moment. Elle n'a pas pété les plombs. Elle a planifié, attendu et traqué Michel afin de la tuer. D'une manière barbare. Pendant tout le procès, Gisèle reste silencieuse. Elle ne témoigne pas, reste assise, regarde droit devant et cache son visage derrière ses cheveux. Elle ne semble avoir aucune émotion. C'est donc difficile pour les jurés d'avoir la moindre compassion pour elle. Et le verdict rendu le 29 octobre 2012 parle d'ailleurs pour lui-même. À l'issue des délibérations, Gisèle est déclarée coupable de meurtre au premier degré à l'unanimité. Et là encore, elle reste impassible. Le 10 décembre 2012, le juge s'apprête à prononcer sa sentence, quand il prend la parole pour dire qu'il a lu le rapport de l'agent de probation. Un rapport basé sur une audition que Gisèle a passée après sa condamnation. Dans ce rapport, elle se dit condamnée à tort, mais ajoute quelque chose de troublant. Gisèle a précisé que si elle avait été dans le jury, elle se serait condamnée elle-même. Elle a donc reconnu par là que les preuves jouaient contre elle. Pourtant, elle continue de nier avoir tué Michel et de croire qu'elle avait une liaison avec Scott. L'audience touchant à sa fin, le juge condamne Gisèle à une peine de prison allant de 25 ans à perpétuité, mais lui donne une mise en garde. Si vous continuez à ne montrer aucun remords, vous ne serez jamais libéré sur parole. Aujourd'hui, Gisèle Esteban est incarcérée dans une prison d'État de Californie. Elle a 42 ans. Isabella, sa première fille qu'elle a eue avec Scott, avait 6 ans au moment du meurtre. Elle est maintenant adulte. Gisèle sera éligible à une première audience de libération conditionnelle en 2037. Elle aura alors 53 ans. Mais le juge avait raison. Gisèle n'a jamais montré de remords. Pas une seule fois en 15 ans. Et c'est pas parce qu'elle refuse. C'est juste parce que dans sa tête, elle n'a rien fait de mal. Elle a tué Michel pour une liaison qui n'a jamais existé. La vraie question n'est même pas comment Gisèle a-t-elle pu tuer son ami. C'est plutôt comment quelqu'un peut-il croire si fort à un mensonge qu'il est prêt à tuer pour se venger. Comment une conviction délirante peut-elle grandir pendant 6 ans jusqu'à devenir mortelle. Ce que Gisèle s'imaginait a finalement été plus fort que tout. Plus fort qu'une amitié d'adolescence, plus fort que la raison. Plus fort que la vie humaine. D'ailleurs, il y en a un autre qui mentait pas mal un peu comme Gisèle dans l'affaire du meurtre d'Heidi Firkus, une affaire que je vous ai racontée sur cette chaîne avec de sacrés rebondissements. Voilà, on est arrivé au bout de cette histoire d'amitié qui a très mal fini. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.